L'approche que je vais utiliser ici, c'est une approche d'astronome qui essaie de comprendre un phénomène générique qui est la formation des étoiles d'une part et la formation des planètes d'autre part, considérant que le système solaire est un des nombreux systèmes a priori possibles, mais évidemment c'est celui qui nous intéresse le plus. Donc voilà, je vais surtout me concentrer sur ces premières étapes, les 10 premiers millions d'années dans lesquelles je pense, dans une large mesure, tout s'est joué pour la suite. C'est-à-dire que si les planètes ne s'étaient pas formées, si le Soleil ne s'était pas formé, bien sûr, on ne serait pas là pour en parler. Maintenant, après les 10 millions d'années, les 10 premiers millions d'années, là, il y a des tas de sentiers possibles, d'évolutions possibles. Mais dans les 10 premiers millions d'années, on a vraiment l'impression que tout se joue. Et vous allez le voir, c'est un petit peu le sous-titre que j'ai donné, une petite enfance de tous les dangers, c'est que tout ce qui se passe dans ces 10 premiers millions d'années, c'est assez apocalyptique. Et d'une certaine façon, on se demande même comment ce système complexe qu'est le système solaire, avec son disque protoplanétaire et puis son cortège de planètes, a pu éventuellement survivre à ces étapes de formation. Et vous verrez que le thème de la survie est assez récurrent dans cette étape. Alors c'est amusant parce que l'histoire de la Terre est aussi une histoire de survie de différents épisodes où la Terre, où la vie a failli disparaître à de nombreuses reprises, mais a toujours réussi à émerger. On verra ça vers la fin. Donc voilà, question en suspens, les surnoms origines, où, quand, comment le Soleil et le système solaire se sont-ils formés, et les conséquences sur l'origine de la vie, sommes-nous l'exception? Alors ça, je vais vous dire que je ne donne pas de réponse à cette question, mais c'est un petit peu le phare, un petit peu au bout du tunnel, qui va nous guider. Donc le plan, de façon schématique, pour que vous puissiez vous y retrouver, les chapitres vont être un petit peu inégaux, en fond, je dirais, la formation des étoiles, comme disait Hervé ce matin, pour les nuls. Hein. Les nuls, c'est moi, c'est pas vous, naturellement. Ensuite, la formation des étoiles de type solaire, puisque le Soleil, bien qu'étant une étoile très répandue, n'est qu'une partie des étoiles qui existent dans le ciel. Ensuite, je vais me focaliser sur un aspect un peu particulier qui est les aspects à hautes énergies, c'est-à-dire l'émission notamment de rayons X des étoiles, parce que cette émission trace des événements, des phénomènes qui ont, semble-t-il, eu une certaine importance dans le système solaire jeune. Et on en trouve des traces aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je vais vous raconter dans la 4e partie sur les archives météoritiques. Donc les météorites, c'est un petit peu le point de transition entre une étude, disons, astronomique ou astrophysique des étoiles en général et le système solaire en particulier. Ces météorites portent en elles des messages liés essentiellement à la radioactivité, comme vous allez le voir, et qui nous donnent des indications extrêmement précieuses et très étranges, quelque part, sur ce que j'appellerais le berceau du Soleil, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles vraisemblablement le système s'est formé. Et vous verrez que c'est une naissance qui est quand même, je pense, assez difficile, assez spectaculaire. Et peut-être le Soleil est-il simplement un survivant enfin non pas le Soleil en tant qu'étoile, mais disons le disque autour du Soleil, et les planètes sont-ils des survivants de phénomènes extrêmement hostiles. Et ensuite, en conclusion, j'essaierai de faire un résumé, là parce que je vais parler de choses assez différentes, et à la fin, vous allez être un petit peu perdu probablement, donc j'essaierai de faire quelques transparents de conclusion. Alors, la façon dont on va s'organiser, c'est la suivante. Donc, puisque j'ai rajouté quelques diapos, pas énormément, mais quand même, sur la formation planétaire, donc en général. Il y a je dirais qu'il y a une césure relativement naturelle à partir de la 3e partie, et on fera une pause à partir de cette 3e partie. Comme ça, grosso modo, je pense que je ferai à peu près 2 parties d'1 heure, et vous ne serez pas trop saturé au bout de la première heure, du moins je l'espère. Si je vous vois pas revenir, c'est que ça sera mauvais signe, mais enfin, vu l'environnement, je pense que vous serez plus au chaud ici en tout cas. Donc allons-y. Donc, démarrage, formation d'étoiles dans notre galaxie. Alors, dans notre galaxie, vous savez, notre galaxie, c'est la Voie lactée. Alors, j'aime bien utiliser ce terme de Voie lactée parce que c'est comme ça qu'on la voit dans le ciel. C'est-à-dire, la Voie lactée, on sait maintenant que c'est un système d'étoiles en gravitation mutuelle autour d'un centre qui se trouve à peu près dans la constellation d'Ophiuchus. Par là, je vais vous montrer quelques diapos. Et cette Voie lactée, donc notre propre galaxie qu'on voit par la tranche, on la voit à des tas de longueurs d'onde avec des appareils très différents, en ondes radio, en rayons gamma, tout ça. Et toutes ces images nous donnent des renseignements sur les composantes, sur les constituants
de notre galaxie et nous donne des indications sur les régions où se forment les étoiles. Ensuite, je vais vous montrer quelle est la diversité des régions de formation stellaire. Il y en a des brillantes, il y en a des pas brillantes, il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a tout un zoo. Et bien sûr, l'idée, c'est de se concentrer sur les étoiles jeunes de type solaire qui se trouvent être dans des régions proches. Alors, c'est 500 parsecs. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les parsecs, qui est l'unité favorite de distance des astronomes, ça fait à peu près 3 années-lumière et demie. Donc, il faut multiplier en gros par 3, si vous voulez, pour avoir la distance en années-lumière, c'est-à-dire le temps que la lumière met à parcourir, la distance mise par la lumière à parcourir en une année. Bon, on pourrait transformer ça en des kilomètres, mais comme ça fait des milliards de kilomètres, ça ne va pas vous dire grand-chose. Il faut, à la fin, je parlerai aussi d'une autre unité astronomique de distance, qui est l'unité astronomique, qui est la distance de la Terre au Soleil. C'est beaucoup plus petit. Bon, vous verrez, en utilisant ces unités relatives les unes aux autres, on arrive à comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà, et donc en expliquant, vous donnant quelques indications sur la formation des étoiles, donc depuis les proto-étoiles, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas encore des étoiles, jusqu'à des étoiles qu'on appelle les étoiles T-Tauri. Alors ça, c'est un peu du jargon astronomique, mais des étoiles dites T-Tauri, c'est le prototype de cette catégorie, c'est une étoile dans la constellation du Taureau, qui s'appelle T-Tauri, T de la constellation du Taureau, qui s'est trouvé être pour le meilleur et pour le pire, le prototype d'une classe d'objets de type solaire très jeune. En fait, c'est aussi pour le pire parce qu'on se rend compte maintenant que, comme souvent, le prototype n'est pas du tout typique de la classe. Mais ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Donc voilà, alors, petite chose, bon, j'ai un certain nombre de transparents, bien sûr, ça m'arrive de faire des séminaires ou des conférences, et donc un certain nombre de transparents sont en anglais, j'espère que ça ne vous gênera pas trop, c'était un peu pénible de tout traduire, et surtout, je pense, inutile, parce que, après tout, il faut aussi comprendre un peu ça, j'espère que vous avez, autour de vos études, l'occasion de vous pencher dans des ouvrages scientifiques en anglais, scientifiques ou pas, du reste, et donc c'est évidemment la langue véhiculaire des scientifiques. Donc voilà, donc ça va vous donner quelques indications. Si vous avez des problèmes de vocabulaire ou un mot en anglais que vous ne comprenez pas, levez le doigt et dites qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, voilà. Donc en gros, disons tout ce qui est les diapositives, disons de type astronomique, etc., sont souvent en anglais, mais tout ce qui est les textes d'introduction ou de liaison sera en français. Voilà, comme ça, j'espère que vous arriverez à survivre. Donc voilà, donc à gauche, donc vous avez l'image classique de la Voie lactée, justement, telle qu'on peut la voir non pas tellement en cette saison, mais plutôt en été. Vous savez, cette grande voie laiteuse, la Voie lactée, hein, qu'on retrouve dans des tas de mythologies. Et surtout, ce qui est très important et intéressant, c'est pas tellement la lumière des étoiles, qu'on reconnaît comme lumière des étoiles, mais ces bandes sombres qu'il y a devant, dont on a réalisé, seulement au siècle dernier, c'est, je crois, Herschel qui a été le premier à faire cette suggestion, c'est qu'en fait, ces bandes sombres étaient de la poussière, c'était de la matière absorbante qui était en quelque sorte un écran devant des étoiles beaucoup plus lointaines. Donc c'était une des premières fois qu'il y avait une sorte de deuxième composants physiques identifiés dans la Voie lactée, c'est-à-dire la lumière des étoiles, les étoiles et leur lumière, et des bandes sombres attribuées à la poussière. Évidemment, la poussière, c'est un terme assez générique, mais disons des particules qui absorbent la lumière qui vient de derrière. Alors ça, c'est dans le visible, disons à l'œil nu, mais maintenant, à l'époque moderne, avec des instruments tout à fait différents, on arrive à sonder ces régions et à essayer de comprendre un petit peu comment les choses se passent. Alors tout en haut, vous avez une carte dans la molécule CO. Alors la molécule CO est une molécule en astrophysique extrêmement importante parce que c'est un traceur, on va dire, c'est le terme du jargon, c'est-à-dire c'est une molécule qui va de pair, si vous voulez, qui accompagne la molécule H2. Alors l'hydrogène, donc sous forme de molécule H2, c'est le composant, disons, le plus élémentaire et le plus répandu de l'univers, mais la molécule H2 elle-même a une structure moléculaire telle qu'elle n'émet pas, elle émet très difficilement, elle est symétrique si vous voulez, et dans les domaines des ondes radio par exemple, il n'y a pas d'émission, donc on ne peut pas l'observer directement, et on l'observe grâce à une molécule qui l'accompagne partout, dont le rapport entre cette molécule qui est CO et les molécules H2 est, sauf circonstances très particulières, est constant dans l'univers. Donc à chaque fois qu'on détecte la molécule CO, on a des raisons de croire que ça accompagne une certaine quantité d'hydrogène et d'hydrogène moléculaire. Alors pourquoi j'utilise tout le temps ce terme d'hydrogène moléculaire par rapport à l'hydrogène atomique ou autre? C'est parce que
ces régions qui sont là, donc on a du gaz, et ce gaz est froid. Il est à une température de quelques dizaines de K, et dans cet état-là, c'est-à-dire c'est dans l'espace interstellaire, donc c'est pas chauffé, donc c'est très froid. Bon, je vous rappelle que le rayonnement qu'on appelle fossile cosmologique est à 3 degrés K. Là, on a des régions dont on peut mesurer la température par différents moyens, et dont la température est donc de 10, 20, peut-être 100 degrés K, pas plus. Et donc là, c'est vraiment le royaume des molécules. Donc en haut, vous avez cette carte de la molécule CO, donc sous-entendu de la molécule H2, donc à la longueur d'onde d'1 millimètre à peu près. Voilà, ça doit être ça. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer ça, il y a quelque chose qui sort d'ici, là, on appuie où? Là. Voilà. C'est que, vous voyez, ces régions... Tiens, il est bizarre ton truc là, il s'éteint. Il s'éteint là. Ah, voilà. Donc, il y a une correspondance dans les 3 panneaux que je vais vous expliquer entre ces régions sombres ici, vous voyez, et puis ces régions d'hydrogène moléculaire. Et notamment, vous pouvez voir, par exemple, cette région dans la constellation de Persée, à son équivalent ici. Vous avez ces excursions ici, ces espèces de petites flamèches, de petits filaments. Ici, on les voit ici. Il y en a une sur laquelle je reviendrai, qui est près du centre galactique, qui est ici. Voilà, ici. Donc, on a une correspondance très précise entre la poussière et le gaz. Là, c'est un phénomène absolument fondamental partout. Dans les milieux froids, il y a de la poussière interstellaire, il y a aussi du gaz qui l'accompagne. Et en fait, on parle d'un rapport gaz sur poussière qui va caractériser la matière sous forme condensée, les poussières, et la matière sous forme gazeuse, les molécules. De même, voilà la poussière. Alors là, elle est brillante parce que ici, oups, c'est moi qui fais ça, hein. Voilà. Ici, cette poussière est brillante parce qu'elle est observée par un satellite à une longueur d'onde de 63 microns. Alors ça, c'est assez loin dans le spectre électromagnétique. Là encore, ça trace. Si vous aviez un corps noir dont le pic est à 63 microns, vous auriez là aussi des températures extrêmement basses de l'ordre de quelques, disons, de centaines de cas à peu près. Et donc, vous avez là encore une excellente correspondance. Vous voyez cette région-là, vous la voyez là, celle-là, vous la voyez là, etc. Plus cette lumière un petit peu diffuse là, qui est ce qu'on appelle la lumière zodiacale. C'est-à-dire ça, c'est le milieu du système solaire, c'est les poussières interplanétaires. Et tout ce qui est derrière, c'est notre galaxie. Et en fait, comme vous verrez, il y a un petit peu, on sait maintenant qu'il y a une sorte d'effet de perspective, c'est-à-dire que ces régions qui sont en dehors du plan véritablement de la Voie lactée, de la galaxie, sont des régions qui sont beaucoup plus proches. Donc vous avez un petit peu comme vous êtes au bord de la mer, vous avez des nuages qui vont jusqu'à l'horizon, et vous avez des nuages qui sont au-dessus de vous, qui sont ceux qui seraient là, et puis vous avez les nuages de l'horizon, en quelque sorte, qui seraient ceux-là. Donc c'est important d'avoir en tête que quand on regarde le ciel comme ça, on a des régions qui sont à des distances tout à fait différentes. Bon, celles-là sont à quelques centaines d'années-lumière, pour parler en années-lumière, alors que celles qui sont au bout sont à des milliers d'années-lumière. Donc on a vraiment des objets tout à fait différents. Et là, dans ce que je vais vous raconter, c'est essentiellement des régions proches. Donc c'est celles-là, elles sont proches par rapport à nous, mais c'est celles-là qu'on observe parce qu'évidemment, étant proches, c'est là où la lumière est la plus brillante, c'est là où on peut voir le plus de détails, etc. Mais on a bien conscience que on ne fait que sonder un endroit qu'on pense représentatif d'autres régions de la galaxie. Et ici, j'ai mis ça un petit peu pour compléter. J'en parlerai un petit peu. C'est une autre composante. C'est le troisième, disons, la troisième composante importante de notre galaxie, c'est le rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, ce sont des particules, je reviendrai un petit peu après, qu'on pense avoir été accélérées, ces particules de très haute énergie, accélérées par des explosions d'étoiles, et dont les particules, qui sont essentiellement des protons, des noyaux d'hélium, et puis toute la gamme des éléments de la nature, se propagent dans la galaxie et interagissent avec des collisions dans la matière et avec le gaz. Et vous voyez l'excellente correspondance que là encore, vous avez entre cette espèce de pinceau étroit qui est le gaz de la galaxie et le CO qui est là. Donc on a ce rayonnement cosmique, en fait, on déduit de la comparaison de ces deux images que son intensité est à un facteur de près à peu près uniforme dans la galaxie. Il y a toutefois quelques régions qui sont très brillantes, qu'on ne voit pas là-dedans. Bon, ça c'est un quasar lointain, donc ça j'en parlerai pas. Mais voyez que dans ces coins-là, ici, vous avez des endroits qui sont, c'est des régions, ça correspond à Orion, ça correspond à des régions proches. Vous voyez là, vous avez quelque chose de très brillant ici, qui n'est pas trop brillant ici. Vous avez un certain nombre de sources de rayonnement gamma qui semblent être surlumineuses, si vous voulez, par rapport à la moyenne de l'émission. Et là, je vais revenir tout à fait à la fin. Ces sources ont des propriétés très particulières et qui, justement, ont un lien peut-être étroit avec le système solaire. Ha ha.
Alors maintenant, je vais faire simplement une petite galerie, simplement pour fixer les idées, hein, de quelques régions de formation d'étoiles. Voilà la région d'Ophiuchus, dont je parlerai plusieurs fois, qui est donc à 150 parsecs, à 150 années-lumière à peu près. Ici, c'est l'étoile Antares, hein, pour ceux qui connaissent le ciel. Donc ça, c'est une constellation qu'on voit très bien, dans la constellation du Serpent, qui n'est pas loin. On la voit très bien dans le sud, en été notamment. Ici, vous avez la région qui s'appelle NGC 1333 dans Persée. Donc là, vous voyez, vous avez tout un enchaînement d'étoiles. Il y en a une qui est particulièrement brillante ici, et puis il y en a d'autres qui sont moins brillantes autour. Donc on voit déjà que des étoiles dans les nuages sont un petit peu dispersées, mais surtout en amas. Elles sont jamais isolées. Vous avez d'autres régions célèbres comme Orion, la grande nébuleuse d'Orion, hein, pour les astronomes amateurs. On la voit très très bien dans des petits télescopes qui s'appelle M42, donc qui est à 450 parsecs. Ici, c'est une autre nébuleuse qui fait partie de la même région, ici. Hein, donc ça, je vais reparler beaucoup de cette région d'Orion. C'est un petit peu le prototype du berceau de formation stellaire. Puis quand on va plus loin, eh bien, on a des grandes nébuleuses, ces fameuses nébuleuses bien connues, comme la nébuleuse de la Rosette, ainsi appelée à cause de sa forme en bouton de Légion d'honneur, hein, c'est amusant, avec des petits filaments sombres ici. Et ici, alors vous voyez, il y a une différence entre les régions précédentes et celle-ci, c'est que celle-ci, vous avez de plus en plus de lumière, vous avez des nébuleuses. Alors ça, c'est important, ce sont des nébuleuses qui sont chauffées et éclairées par des étoiles très lumineuses. On a des raisons de penser que ces étoiles très lumineuses sont très massives, la masse et la luminosité vont ensemble. Et dans ces régions-là, on a des régions qui deviennent de plus en plus grandes. Ici, vous avez une dizaine de parsecs, donc plusieurs dizaines d'années-lumière de taille, et que c'est le résultat d'une sorte de réaction des étoiles massives sur leur environnement. C'est-à-dire, elles chauffent, elles vont ioniser le gaz. Donc là, l'hydrogène n'est pas moléculaire, il est sous forme même ionisée, il n'est même pas atomique, il est sous forme ionisée. Donc là, vous avez tous les atomes sont ionisés, et c'est ça qui donne aux nébuleuses leur couleur caractéristiques. Alors plus les étoiles sont grosses, sont massives, plus elles sont lumineuses. Vous avez une étoile ça peut aller jusqu'à 100 fois la masse du Soleil. Une étoile de 100 fois la masse du Soleil, elle a typiquement 1 million de fois la luminosité du Soleil, d'une part, et en plus elles sont beaucoup plus chaudes. Le Soleil fait 6000 degrés, et ces étoiles-là font plusieurs dizaines de milliers de degrés. D'où l'ionisation sur de grandes distances de ces nébuleuses, avec des trous ici sur lesquels je reviendrai après. Donc plus les étoiles sont grosses, plus elles sont nombreuses et plus elles sont lumineuses. Donc tout ça va ensemble. Et puis on a des cas plus rares mais plus extrêmes, comme par exemple la grande nébuleuse de la Carène qu'on voit essentiellement de l'hémisphère sud, qui est plus loin. Et là, je vous ai montré par comparaison, à peu près, je peux le temps de vérifier les chiffres exacts, mais voilà la nébuleuse de la Rosette précédente, qui est là, à la même échelle que cette grande nébuleuse de la Carène. Et cette nébuleuse de la Carène, là, vous n'avez pas des dizaines de milliers d'étoiles, mais vous avez des centaines de milliers d'étoiles, avec des étoiles très très chaudes parmi les plus massives de la galaxie qui sont au centre. Et en même temps, coexistent d'énormes nuages avec la poussière. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous avez de la poussière, vous avez aussi du gaz. Tout ça va ensemble. Et donc tout ça est enfoui et éclaire des régions extrêmement grandes dans la galaxie. Donc là, vous avez des extrêmes. Et puis encore plus loin, vous avez d'autres régions, comme celle-ci, NGC 3603, dans lesquelles vous avez presque 1 million d'étoiles. Et là, vous voyez, vous avez une énorme cavité. Cette région est très loin. Et en fait, ces régions-là, dans ces régions extrêmes, donc elles sont moins nombreuses dans la galaxie, plus la masse est grande et moins les régions sont nombreuses. Et des starbursts, en anglais, on pourrait traduire ça en français par flambée de formation d'étoiles. On en parle beaucoup pour les galaxies, c'est-à-dire ce sont des endroits où la formation d'étoiles est particulièrement efficace et on a des étoiles particulièrement massives et lumineuses. Donc c'est un peu la formation d'étoiles en mode extrême, si vous voulez. Alors évidemment, tout ça se retrouve justement dans les galaxies. Alors là, on peut s'en inspirer. Voilà, cette galaxie, c'est une galaxie spirale, exactement semblable à la nôtre. Bon, elle s'appelle NGC 1232, peu importe. Et vous voyez, les régions de formation d'étoiles dont je vous ai parlé, à l'échelle de cette galaxie, ça serait quelque chose comme ça. Donc c'est un point lumineux, mais évidemment, c'est quand même très important. Et vous voyez qu'il y en a plein. Et ce sont justement ces régions de formation d'étoiles massives, parce qu'elles sont très lumineuses, qui tracent ces fameux bras spiraux qu'on voit partout. Donc ces bras spiraux sont faits de gaz chaud et ionisé, mais il y a du gaz, vous voyez, il y a de la poussière qui est le gaz froid et moléculaire. Donc vous avez plusieurs phases gazeuses et de matière qui coexistent
en même temps et qui font ces grands systèmes qui sont tenus par la gravitation et qui sont les galaxies spirales. Et vous avez certaines galaxies arrivent de temps en temps à entrer en collision les unes avec les autres. Alors ça fait augmenter la densité du gaz et ces collisions génèrent des formations d'étoiles intenses. Et là encore, dans les galaxies qu'on appelle les antennes, vous avez deux galaxies qui sont entrées en collision et dont le gaz est en train de fabriquer des étoiles à un taux 10 à 100 fois plus rapide que la formation d'étoiles dans les galaxies. Donc vous voyez, la formation d'étoiles dans l'univers, c'est quelque chose d'extrêmement répandu et qui couvre des échelles de distance, de luminosité et d'énergie qui sont extrêmement grandes. Donc quand on s'intéresse à la formation du Soleil, évidemment, on se dit, mais où est-ce que le Soleil dans tout ça? Où est-ce qu'il est formé? C'est une petite étoile qui n'est pas très lumineuse, qui n'a pas la capacité d'ioniser son environnement, notamment. Et donc, comment est-il né? Alors, il faut savoir aussi que ces régions de formation d'étoiles, quand je dis formation d'étoiles massives, il y a toute une ribambelle d'étoiles qui se forment en même temps. Et dès qu'on a une certaine masse, on a toutes les masses inférieures qui sont arrangées dans une espèce de loi de puissance qu'on appelle la fonction initiale de masse. C'est-à-dire que, et ça c'est très universel, donc dès qu'on a une région d'étoiles avec des étoiles dont on mesure la masse, bon, ça je vous donnerai pas les détails aujourd'hui, vous avez qu'à me croire, mais on a aussi plein d'étoiles de petite masse en même temps. Pour une étoile de masse 10 masses solaires, par exemple, vous allez avoir plusieurs centaines d'étoiles, de 10 masses solaires, oui, plusieurs centaines d'étoiles de masse de l'ordre du Soleil ou inférieure, et s'il y en a 1000 ou 10 000, eh ben vous avez en proportion toutes ces étoiles de petite masse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les régions de formation d'étoiles massives ont en tout une quantité d'étoiles qui se chiffre par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers. Par comparaison, le fameux nuage de Ryo-Fuki, je vais y revenir, n'a que peut-être 200 étoiles. Donc vous voyez, c'est petit. Donc on a un vaste panorama. Alors ici, donc, je vais me concentrer maintenant sur ces proto-étoiles de type solaire et de vous donner quelques indications, mais très rapides, sur ce qu'on pense de la formation stellaire ici. Et puis les étoiles jeunes, et vous allez avoir cette universalité, cette ubiquité des disques et des jets, et c'est le phénomène d'accrétion et l'éjection. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et puis, je vais me concentrer sur les disques circumstellaires qu'on voit autour de toutes les étoiles jeunes, parce qu'on pense que ces disques circumstellaires sont en fait des disques protoplanétaires, c'est-à-dire qu'ils sont évidemment nécessaires pour que des planètes se forment. Ça ne veut pas dire que les planètes se forment nécessairement, mais si vous n'avez pas de disques, vous n'avez pas de planète, ça c'est clair. Donc en décrivant rapidement durée de vie, évolution, le lien avec le système solaire jeune, qui est la minéralogie, c'est la composition de ces disques telle qu'on peut la déduire maintenant par des observations spectrales, notamment dans l'infrarouge, et puis la voie vers la formation planétaire et les exoplanètes. Donc c'était Didier Despois qui devait vous faire ce cours, donc je vais vous donner quelques diapos pour résumer son propos, mais il aurait été beaucoup plus loin, notamment dans le système solaire. Bon, on verra peut-être avec Franck Celsis mercredi si on peut lui demander aussi à lui de faire un petit peu le lien, donc de répartir, si vous voulez, ce que Didier aurait raconté entre nous deux. Donc voilà, je me concentre maintenant sur cette région, là, sur ce nuage de Fucus que je vous ai montré tout à l'heure, toujours avec Antares ici. Donc vous voyez, en fait, la région intéressante, qui va nous intéresser en priorité, c'est pas tellement là où il y a des étoiles, parce que les étoiles elles existent déjà, mais c'est plutôt sur ces régions sombres ici, dans lesquelles a priori on a l'impression qu'on ne verrait rien. Et en fait, quand on regarde notamment dans l'infrarouge, vous voyez, ça c'est l'infrarouge moyen, c'est quelques microns. On va peut-être fermer la porte là, parce qu'il y a un petit courant d'air là qui me rentre dans le pantalon, c'est fort désagréable. Et puis, donc ça, c'est un zoom, mais là, c'est dans l'optique. Donc là, dans l'optique, c'est complètement noir, mais quand on passe dans l'infrarouge, vous allez commencer à voir un petit peu, c'est comme dans le brouillard, hein, vous allez commencer à voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on a, disons, une sorte de prototype avec un certain nombre de classes d'objets qui vont des proto-étoiles jusqu'à plus ou moins, qui se révèlent plus ou moins dans l'infrarouge, jusqu'à des étoiles, ces fameuses étoiles Thétauri. Alors là, j'ai mis, vous voyez, des âges, des échelles de temps, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6 ans, qu'on détermine de différentes façons par le biais de la modélisation ou la théorie, mais qui montrent en tout cas que même dans une région, quand on parle d'une région de formation d'étoiles, ça veut dire que des étoiles se forment en ce moment, que les étoiles se sont formées il y a typiquement quelques millions d'années. Donc là, ça campe un petit peu le décor de l'échelle de temps de la formation du système solaire. Et puis ici, vous avez une étoile brillante, qui est une étoile de type B, ici, et qui va, elle, ioniser un petit peu le bord du nuage. Donc vous avez cette partie brillante qui est due à une étoile chaude qui est ici, et puis vous avez dans les régions obscures des étoiles, des nouvelles étoiles qui sont en train de se former. Alors, pour vous donner un petit peu une idée d'où viennent les chiffres, parce qu'après tout, il faut mettre des chiffres là-dessus, les masses des étoiles, leurs âges, etc. Eh bien, on fait ça, en fait, par le biais de la théorie, et
Et en s'appuyant sur un diagramme qui est le diagramme qui est la pierre de Rosette, si je puis dire, des astronomes, qu'on appelle le diagramme de Hertzsprung-Russell, c'est-à-dire c'est un diagramme qui a été découvert de façon indépendante par Hertzsprung et Russell au début du XXe siècle, et qui ont remarqué que les étoiles, quand on les classait par couleur d'une part et par magnitude d'autre part, c'est-à-dire simplement de façon tout à fait observationnelle, ne se plaçaient pas au hasard, mais elles étaient vraiment rangées dans ce diagramme de façon tout à fait ordonnée. Et en fait, après, on a compris que la couleur d'une étoile, c'était en fait l'image de sa température de surface, sa température effective, et puis que la magnitude était, une fois qu'on connaissait la distance des étoiles, pouvait être transportée en luminosité. Donc on passait de deux quantités purement empiriques observables, la magnitude et la couleur, à deux quantités physiques qui sont la température et la luminosité, et c'est dans ces unités-là que ce diagramme maintenant est le plus souvent utilisé. Et là-dedans, vous avez quelque chose qu'on appelle la séquence principale. Lorsque vous avez le Soleil aujourd'hui il se trouve à peu près ici, et toutes les étoiles qu'on voit sont essentiellement groupées autour de cette voie qu'on appelle la séquence principale, qui correspond en fait, on sait maintenant, à la combustion de l'hydrogène qui est transformé par réaction thermonucléaire en hélium. Maintenant, quand on fait ce même diagramme pour des régions de formation d'étoiles, il est tout à fait différent. Il n'y a pas d'étoiles sur la séquence principale, mais toutes les étoiles sont groupées beaucoup plus haut, c'est-à-dire elles sont beaucoup plus lumineuses pour la même température qu'une étoile sur la séquence principale. Et en fait, ça, on le comprend par la modélisation, par des modèles qui consistent à faire s'effondrer des corps gazeux de la masse du Soleil, sans réaction thermonucléaire, mais sous la seule influence, d'une part, de la gravitation qui va tendre à les rassembler, à les faire s'effondrer sur eux-mêmes. C'est comme ça que les étoiles se forment au départ, mais en même temps, ce faisant, elles perdent de l'énergie. C'est un petit peu comme vous laissez tomber un corps par terre, il va libérer de l'énergie. Et bien là, c'est pareil, sauf que cette énergie, elle ne va pas pouvoir être perdue directement. L'énergie sous forme de lumière, de photons, elle va réagir avec le gaz et même, dans certains cas, avec de la poussière ou des molécules, parce que ce sont notamment dans les étoiles froides. Et ce rayonnement va être piégé et va exercer une certaine pression. Et va porter le gaz à une certaine température. Et donc, ça va être toute une histoire de l'effondrement dans lequel, ici, ce sont ces trajets qui sont là. En fait, ils se trouvent, on peut le montrer de façon presque analytique. Un des pionniers de l'évolution stellaire avant la séquence principale, le japonais Hayashi, dès 1966 et sans ordinateur, avait identifié des phases principales qui étaient une phase dans laquelle la température reste à peu près la même, et puis l'étoile, en quelques millions d'années, arrive à se contracter pour arriver jusqu'à la séquence principale lorsque sa masse est faible, et lorsque sa masse est plus grande, à ce moment-là, il y a un changement de structure à l'intérieur de l'étoile. Bon, il y a un cœur radiatif qui naît. Bon, ça c'est un peu comme le Soleil. Je ne vous donnerai pas trop les détails, mais voilà, ce sont ces trajets théoriques qui se trouvent là. Donc on comprend, si vous voulez, au moins dans les grandes lignes, ce qui se passe là quand une étoile s'effondre. Et encore une fois, la source d'énergie de la lumière de ces étoiles est entièrement et exclusivement d'origine gravitationnelle. Il n'y a pas de réaction thermonucléaire dans ces stades-là. Et puis vous avez aussi, on peut faire ces modèles donc en fonction de la masse de l'étoile, parce qu'on sait que la masse est un paramètre fondamental de l'évolution d'une étoile, d'une part, et du temps qui s'écoule, c'est-à-dire de l'âge. Et donc là, vous avez une grille de deux genres de courbes, des courbes qui sont des iso-âges en fonction de la masse. Ici, vous avez 10 puissance 5 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, 10 millions, 100 millions ici, et vous avez ici des iso-masses en fonction pour l'évolution. Et donc, quand on plaque ces quantités observationnelles sur le diagramme théorique, on arrive à faire une correspondance, une bijection, si vous voulez, entre la masse et l'âge des étoiles d'une part, et leur luminosité et leur température observée d'autre part. Donc ça, c'est la clé de la connaissance des âges des étoiles. Là, je ne parle que de la pré-séquence principale, ici, où ces étoiles sont très lumineuses, mais c'est aussi valable avec d'autres règles et d'autres structures après la séquence principale. On comprend toute l'évolution stellaire grâce à ce type de truc. Tout ceci étant expliqué dans le petit bouquin jaune que vous avez dans les paniers sur naissance, vie et mort des étoiles. Je dis ça en passant, si vous voulez en savoir plus. Donc, une fois qu'on a un petit peu planté le décor, toujours sur le plan théorique, on essaie de remonter le temps le
plus loin possible, donc avant ces fameux 100 000 ans du diagramme précédent, pour comprendre comment les étoiles se forment au départ. Alors, c'est une entreprise très compliquée, très complexe, et je vais vous donner simplement un résultat récent, sans vous faire un résumé de toutes les théories et de tous les débats qu'il y a actuellement. Disons qu'en gros, on pense que ces fameux nuages dits moléculaires, puisqu'il y a des molécules, ont des structures turbulentes, dans lesquelles le champ magnétique joue un rôle, parce que le champ magnétique est un facteur d'ordre, va orienter une petite fraction des molécules qui, même si c'est froid, sont ionisées, notamment par les rayons X, le rayonnement cosmique, etc., par des interactions. Et voilà un petit peu le genre de choses qu'on a. Et vous allez voir que ce qu'est la modélisation, alors ça c'est des calculs numériques extrêmement sophistiqués qui sont faits par nos collègues anglais principalement, qui sont très très forts là-dedans. Et voilà un petit peu comment les choses se passent. Donc là, vous avez une vue à 3 dimensions d'un nuage, donc vous voyez, avec des filaments, et c'est dans ces filaments que la formation des étoiles, voilà. Donc la machine se met en marche, vous avez la gravitation, évidemment vous avez de la rotation, et vous voyez ce qui se passe, c'est que vous avez partout, vous avez des condensations, la matière glisse le long de ces filaments, se rassemble et entre en collision. Et vous voyez que vous avez des interactions dynamiques extrêmement fortes avec des étoiles qui commencent à partir dans tous les sens, puis celle-là est entourée d'un disque en particulier, vu par la tranche, et ici c'est vu par au-dessus, vous avez à avoir la formation d'un système multiple ici. Pendant le temps, d'autres étoiles sont en train de quitter leur lieu de naissance, et voilà un système binaire qui est en formation, vous voyez, avec un disque autour, on va les revoir ici, gros plan sur le système. Donc là, vous avez des systèmes multiples, c'est-à-dire qu'on arrive à la conclusion très générale que, sauf exception, les étoiles ne se forment jamais seules. D'abord, très souvent, elles se forment en système multiple à petite échelle, mais elles se forment aussi au sein d'amas d'étoiles beaucoup plus grands. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante. Vous voyez, vous avez une étoile binaire qui est là, qui est née là-dedans. Bon, évidemment, ces simulations numériques font un certain nombre d'hypothèses, elles ont des contraintes de calcul numérique, donc il ne faudra pas non plus penser que c'est la Bible et qu'on a tout compris. Mais disons qu'en gros, on commence maintenant à avoir très fort cette notion, alors qu'on n'avait pas pendant très longtemps, que les étoiles se forment en groupe ou en amas, et que la formation d'une étoile isolée n'a pas de sens, sauf si on est vraiment à toute petite échelle. Donc, voilà ce que l'observation aussi va nous dire. Alors ça, c'est grâce aux observations modernes, notamment dans l'infrarouge, qui permettent de sonder l'intérieur des nuages. Et vous voyez qu'on a beaucoup d'objets qui sont comme ça, barrés de régions sombres. Et en fait, le schéma qu'on voit maintenant, c'est que les étoiles jeunes sont en fait des systèmes complexes, dans lesquels ce n'est pas simplement des étoiles sphériques, on va dire, mais que ce sont plutôt des objets qui sont composés de disques, ici, de disques éventuellement évasés vers l'extérieur, et que ces disques sont eux-mêmes la source de jets, de sources d'émissions de matière, ici lumineuse, parce qu'ici, ça c'est chaud. Alors là, c'est très brillant, parce que les images sont sensibles à l'infrarouge. Disons, c'est des températures de quelques milliers de degrés, quelque chose comme ça. C'est pas extrêmement chaud, mais c'est quand même suffisamment chaud pour que ça soit en partie ionisé et tout. Et donc, ce qu'on cherche à comprendre, parce qu'on sent bien que ces phénomènes sont la clé de la compréhension de la formation des étoiles. Alors là, on parle de formation d'étoiles à petite échelle, comment la matière se rassemble pour former une étoile. Et donc voilà d'autres exemples. Alors quelquefois ça peut prendre des aspects tout à fait spectaculaires. Alors ici vous avez une cavité qui est relativement évasée. Ici en fait la source de l'émission elle est là, elle n'est pas là contrairement à ce qu'on croit souvent. Ici vous avez un nuage moléculaire et puis vous avez cette espèce de structure qui émerge, hein, qui saute comme un bouchon de champagne à partir du nuage. Et puis quelquefois vous avez quelque chose qui est extrêmement collimaté, avec des signes de nodules ici, et qui ont des tailles gigantesques qui peuvent atteindre l'année-lumière. Hein. Alors, pour vous donner une idée, on va voir ça un tout petit peu plus en détail, on va faire un zoom sur ce type de région-là. Le système solaire, ici, ça serait peut-être 1/100 de tout ça. Donc vous pouvez imaginer peut-être le système solaire en formation, vous avez un énorme pilier qui est là, qui fait une année-lumière, une année. Je vous rappelle que en ce moment, maintenant, l'étoile la plus proche du Soleil, qui est Alpha Centauri A, est à 3 années-lumière. Donc ici, vous avez ce jet transposé maintenant serait à 1/3 seulement de la distance jusqu'à l'étoile les plus proches. Donc vous voyez, c'est évidemment des structures extrêmement importantes et qui sont vraiment la signature de la formation stellaire. Donc voilà, il y a une étoile qui s'appelle HH30 qui a été observée par le télescope spatial Hubble et au bout de quelques années, donc cette espèce de petit film qui est circulaire montre qu'en fait vous avez effectivement de l'éjection de matière et cette éjection de matière est probablement due à des épisodes d'accrétion sur l'objet central
irrégulière due à des instabilités. Bon, les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe, mais en tous les cas, on a la preuve observationnelle que c'est bien quelque chose qui est en train d'être éjecté. Alors, donc, on a ce paradoxe c'est que de la formation stellaire, c'est que pour former des étoiles, il vous faut en éjecter. Donc mais on comprend ça si on transpose ça dans des questions de perte de moments cinétiques. Vous avez quelque chose qui est en train de se rassembler, de s'effondrer, qui tourne, et pour qu'il puisse se rassembler jusqu'au bout, il faut qu'il perde du moment cinétique. Et le moyen que la nature a trouvé, ce sont, entre autres, ces grands jets, donc qui contiennent relativement peu de matière, mais très loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, c'est passionnant d'essayer de comprendre ce qui se passe au milieu, cette espèce de machine qu'il y a au centre. Eh bien, la machine, en fait, on pense que c'est le champ magnétique qui va servir d'intermédiaire entre la matière qui tombe sur l'étoile, ici l'accrétion, ce qu'on appelle l'accrétion, et l'accrétion au sens stellaire, c'est pas l'accrétion au sens planétaire, hein. On ne parle pas de la même chose, c'est le même terme, mais dans un sens différent, et que donc vous avez de la matière qui va être transférée du disque circumstellaire ici, dont la taille, vous voyez, 200 AU. Alors AU, c'est unité astronomique, ça fait 4 fois, ce trait-là fait 4 fois la taille du système solaire contemporain, hein, donc qui serait à peu près vraiment dans les régions internes, pour vous donner une idée. Et donc l'idée qu'on a, c'est que de la matière vient du disque ici, qui a un champ magnétique, et que ce champ magnétique permet, par sa configuration à un certain endroit, qu'on appelle l'endroit X, c'est des endroits où les lignes de champ magnétique sont de polarité opposée, permet de couper le flot en deux. Une partie va tomber sur l'étoile et va servir à la fabriquer, va servir à faire augmenter la masse. Et puis une partie, qui va emporter essentiellement du moment cinétique, va être éjectée. Et en fait, suivant les modèles, on a environ 10 à 30% de la masse qui est éjectée et 70 à 80%, donc le complément, qui est accrété. Donc quand même, au final, même si de la masse est éjectée, la masse est quand même accrétée et l'étoile peut se fabriquer. Et là, il y a ici, vous avez un système donc toujours en rotation, il faut toujours imaginer ça en train de tourner, et la force centrifuge va être telle que la matière qui est là va pouvoir être guidée le long des lignes de force du champ magnétique, ça c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on imagine vraiment que le champ magnétique est un guide pour la matière, on a des raisons de physique assez fondamentales de penser ça, et que grâce à la force centrifuge, la matière va être soulevée et va finalement être éjectée. Alors, ce qu'on ne comprend pas très bien, mais bon, il y a encore beaucoup de travaux là-dessus, hein, c'est pourquoi est-ce que c'est tellement collimaté. On a plutôt l'impression, si c'est comme ça va finir par s'évaser et puis partir sur les côtés. Et en fait, non, pour des raisons probablement liées au fait que cette structure magnétique continue le long du jet, la matière va être confinée jusqu'à des distances considérables. Bon, c'est un joli problème de physique, mais nous ici, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement ce qui se passe au voisinage de l'étoile centrale sur des distances qui sont inférieures au dixième de l'unité astronomique à peu près. Donc c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de quelques rayons de l'étoile. Là, ce dessin est à peu près à l'échelle. Vous voyez que cette espèce de magnétosphère autour de l'étoile va avoir une taille qui est comparable à celle de l'étoile elle-même. Donc ça, c'est très résumé, mais ça vous donne une idée, cette espèce d'accrétion-éjection, c'est vraiment tout à fait central pour comprendre comment les étoiles se forment. Donc voilà, disons, alors pour résumer les grandes tendances, voilà, pour vous donner quelques chiffres, voilà ici, c'est toujours ces unités astronomiques, donc voilà une proto-étoile, ici avec une enveloppe, et vous avez déjà ce phénomène d'éjection qui a lieu dès que l'étoile se forme, donc on a l'impression que c'est vraiment un élément essentiel. Donc ça, on a différentes raisons de penser que c'est des objets très jeunes, de l'ordre de 10 000 ans, hein, comme dans le nuage, on en a vu comme ça, donc vraiment extrêmement jeunes. Et puis petit à petit, le système évolue, l'enveloppe finalement finit par tomber sur l'étoile, sur le disque qui va construire l'étoile au centre, et là, ce zoom ici est aussi un saut dans le temps, donc disons de l'ordre du million d'années, donc là on commence à avoir quelque chose qui ressemble au futur système solaire ou planétaire, si vous voulez, toujours avec ces jets. Et puis ici, c'est un zoom sur les régions centrales et les interactions magnétiques qui peuvent avoir lieu entre l'étoile et le disque et qui vont gouverner l'accrétion et aussi l'éjection pour finalement, au bout de là, on parle de millions d'années, donc phase proto-étoile, phase tétorée, et puis après, éventuellement, phase planétaire jusqu'à 10 puissance 8 ans, jusqu'à 100 millions d'années. Donc vous avez cette espèce d'arrangement logarithmique des âges de l'évolution, donc très rapide au début, puis petit à petit ça se relaxe et ça va évoluer vers la formation planétaire. Et c'est pour ça que ce choix des 10 premiers millions d'années n'est pas innocent, c'est vraiment la période où vous avez ces transformations énormes dans les premières phases de l'évolution stellaire jusqu'à sa stabilisation en quelque sorte entre une étoile et un disque dans lequel déjà des planètes vont pouvoir commencer à se former.
Donc, en ce qui concerne le Soleil, donc on a différentes régions de formation d'étoiles, on voit des disques de différentes natures, et la question qui se pose, c'est par exemple, on a deux cas, vous avez des cas de disques qui ont l'air autour de régions de formation d'étoiles comme Ophiuchus, dans lesquelles il n'y a que des étoiles de petite masse qui se promènent un petit peu tout seuls dans l'espace interstellaire, ici, donc vous voyez, avec le disque et la lumière diffusée ici, soit dans un environnement donc calme, froid, peu lumineux, soit au contraire, comme dans Orion, ça on va voir un zoom là-dessus, qui se promène dans une région très chaude où il y a plein d'UV, où il y a du gaz chaud, etc., qui est un environnement complètement différent. Et donc la question qui se pose, c'est grosso modo, on a deux grandes catégories de possibilités de formation du Soleil, et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut dire dans quel type de région le Soleil s'est formé? Alors, on peut apprendre des choses en regardant ces grandes nébuleuses, et notamment la région d'Orion, qui est vraiment celle qui est de loin la plus étudiée. Donc voilà une superbe image du télescope spatial, donc à grand champ ici, et en fait on va faire un zoom sur la partie centrale, là où on a la nébuleuse, la grande nébuleuse M42, avec des étoiles qu'on voit bien ici sur ce cliché, qu'on appelle le trapèze, qui sont les étoiles, les 4 étoiles les plus brillantes et celles qui chauffent et qui ionisent toute la nébuleuse autour. Alors en passant, vous voyez à quel point c'est filamentaire. C'est aussi pour ça que la simulation numérique que je vous montrais tout à l'heure fait largement appel à des filaments. C'est que tout ça est probablement très, très largement organisé à grande échelle par le champ magnétique et aussi par le rayonnement. Donc voilà quelques nébuleuses et voilà les objets qu'on voit dedans. Donc vous avez l'impression d'avoir des disques qui manifestement qu'on serait tenté d'appeler protoplanétaires. Alors ça c'est la première situation. Puis l'autre situation c'est celle-là, c'est-à-dire que vous avez des disques effectivement, mais qui sont entourés de gaz, d'espèces on appelle ça les larmes ici. Et en fait, on a l'impression qu'il y a quand même dans certains endroits quelque chose qui se passe sur ces disques et qui font que ces disques réagissent très violemment par rapport au milieu dans lequel ils sont plongés. Donc on pourrait regarder ici, ces objets-là sont dans cette région-là. Donc voilà ce qu'on voit, donc toujours ces disques qui sont très grands, hein, vous avez une étoile qui est là, donc on pourrait se dire, tiens, puis on peut mesurer la masse qui est là, il y a largement de quoi faire des planètes. Alors certains de ces disques sont comme ça, donc ils ont l'air d'être à peu près, pas trop touchés par l'environnement. Par contre, d'autres comme ceux-là sont, en fait, il y a une étoile très chaude qui est celle qui illumine toute la nébuleuse, et en fait, on assiste à un phénomène qu'on interprète comme étant de la vaporisation des disques. C'est-à-dire qu'ici, on peut faire des calculs de transfert de rayonnement, d'énergie, etc. Et on montre que des disques comme ça, en fait, ils vont avoir tendance à être complètement vaporisés en quelques millions d'années. C'est-à-dire qu'ils sont formés, ils sont effectivement formés au sein des nuages, lorsque le milieu est encore obscur, et puis vous avez une étoile massive qui est là, qui va illuminer et chauffer tout le milieu, et à ce moment-là, ça va être le commencement de la fin, parce que ces disques vont disparaître. Ils sont mornés, si vous voulez. Hein. C'est donc dans ces disques-là, c'est clair que si des planètes n'ont pas encore le temps de se former, qu'ils vont disparaître avant même que des étoiles se soient formées. Donc il y a déjà une première notion de survie des disques qui est nécessaire pour qu'on arrive à la formation planétaire. Alors, justement, ces survies des disques, donc les gens se sont dit, mais après tout, combien de temps les disques vivent-ils d'une façon générale dans toutes les régions de formation d'étoiles, de petites masses, de grandes masses, etc. Et voilà le résultat le plus récent, donc publié en 2005. Donc ici, ce diagramme, c'est en pourcentage. Bon, ici, ce sont les disques internes qu'on voit dans les bandes HK, qui sont des bandes infrarouges. Donc ça, ce sont les disques qu'on voit au voisinage des étoiles. 100%, 0% en fonction de l'âge, en log. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 1 million d'années, et ici, vous avez 10 millions d'années, 100 millions d'années. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir une statistique relativement importante, d'environ une vingtaine ou une trentaine de régions. Et on voit bien la tendance, c'est-à-dire qu'à un âge d'environ 1 million d'années, ou moins, ici, c'est 100 000 ans, presque toutes les étoiles ont des disques, hein, c'est compatible avec 100%, vous voyez les barres d'erreur, ou 80%, enfin la plupart ont les disques. Et puis on voit bien qu'au fur et à mesure que le temps passe, les disques ont tendance à disparaître et qu'au bout de 10 millions d'années, il n'y en a plus. Ici, vous avez des associations d'étoiles, des groupes d'étoiles qui n'ont plus de disques. Donc il se passe quelque chose.
Le temps de vie moyen des disques, vous voyez, est de l'ordre de quelques millions d'années, disons 5 millions d'années est à peu près ici. C'est-à-dire qu'au bout de 5 millions d'années, ils ont virtuellement tous disparu, donc un temps de vie de l'ordre de 3 à 5 millions d'années. Et puis, donc, comment est-ce qu'on interprète ça? Parce que ces disques disparaissent, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas disparaître comme ça, parce qu'ils disparaissent de l'observation, donc il y a une transformation de ces disques qui s'est passée entre cet épisode-là et ici. Et en fait, l'interprétation la plus couramment admise, et qu'on essaie de démontrer, c'est qu'on assiste indirectement à la formation de planètes. C'est-à-dire que la matière qui est dans la poussière des disques est en train, pendant ces quelques millions d'années, de se rassembler d'une façon qu'on va chercher à comprendre en planètes petites ou grandes, plutôt grandes, parce que ce sont celles qui ont le plus de chances de se former rapidement. Donc on a déjà cette idée, en négatif en quelque sorte, que les disques disparaissent parce que des planètes se forment. Et donc ça pose une contrainte très forte sur le temps caractéristique de formation d'une planète. Si on veut comprendre la formation planétaire, il faut qu'au moins à l'échelle des phénomènes qui rassemblent le plus de masse, ces phénomènes puissent avoir lieu en quelques millions d'années seulement. Et ça, c'est une contrainte très forte sur les modèles de formation. Alors pour vous donner un petit peu, disons un petit entracte sur la façon, voilà une vue d'artiste d'un disque protoplanétaire. Donc vous voyez, vous avez un disque massif, ici vous avez l'étoile qui est là, et vous avez de la matière en orbite autour, et vous avez des grains de poussière, dont voilà quelques exemples ici, qui sont formés essentiellement de glace, de silicate, de carbone, etc. Et ce sont ces grains qui sont des grains protoplanétaires et qui vont avoir tendance, pense-t-on, à s'agglomérer pour former des petits corps, puis ensuite des corps plus gros. Donc, on a des indications que effectivement la formation planétaire a lieu, mais alors là, dans des disques où il y a vraiment que de la poussière extrêmement ténue, c'est-à-dire qui n'entrerait pas dans la classification précédente, parce qu'il faut des techniques très particulières pour les voir. On ne les voit plus dans l'infrarouge. Par contre, avec de la coronographie, on voit, il y a quelques exemples, mais il y en a d'autres dans les littératures, qu'en occultant la lumière de l'étoile centrale, on aperçoit des structures autour d'un certain nombre d'étoiles, comme Vega, etc., des étoiles qui sont beaucoup plus évoluées, donc qui sont beaucoup plus vieilles, et qui ont des âges plutôt de quelques dizaines de millions d'années. Ici, c'est Beta Pictoris, et vous voyez, on a des sillons, on a des évidences observationnelles d'évolution, et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, dans des sillons comme ça, et je vais vous montrer pourquoi, il y a déjà des planètes qui sont formées. Alors les planètes, on ne les voit pas directement, c'est uniquement indirect, et donc il faut essayer de comprendre la composition, la taille des particules, etc., par l'observation. Et en fait, ici, on a ce qu'on appelle des planètes de débris, des disques de débris, c'est-à-dire que là, on a l'impression que cette planète, enfin, on a des raisons de penser que justement, les poussières qui sont là ne sont pas les poussières primitives, qui auraient dû déjà être complètement assemblées, mais que c'est plutôt des poussières qui résultent de collisions ayant lieu dans le disque, un petit peu comme on peut le mettre. Ah ben, allez, mon petit truc ici. Eh ben alors. Ah, j'avais un joli film. Voilà. Donc voilà, donc vous avez un petit corps qui se promène comme ça dans le système protoplanétaire, et puis hop, il y en a un autre qui est là, et puis pouf. Donc voilà un petit peu le genre de catastrophe qui peut avoir lieu. Donc ça vous envoie évidemment dans l'espace plein de particules qui vont donner lieu à des météorites et de la poussière, etc. Donc il y a un recyclage constant. Et on pense que c'est au cours de ce recyclage et de ces collisions que le bilan net, au bout d'un certain temps, vous allez voir des simulations numériques, c'est effectivement la formation de planètes, mais avec une myriade de corps plus petits. Alors à un moment donné, au début, c'est une sorte de soupe dans laquelle des grumeaux vont petit à petit se former, et puis à la fin, il va y avoir des gros grumeaux, puis des toutes petites particules. Donc on a accès à la composition de ces disques par l'observation, et par des observations très récentes du satellite Spitzer notamment, qui a des capacités de spectroscopie. Et là, donc, on travaille dans l'infrarouge, vous voyez, une longueur d'onde, parce que c'est toujours des corps relativement froids, hein, donc autour de disons, de 8 à 10 microns. Et voilà, ici, ça, ce sont des portions de spectre, si vous voulez, observer de catégories d'étoiles. Ça, c'est ce qu'on appelle les étoiles de Herbig. Ce sont des étoiles jeunes comme les Thétauries, mais un peu plus massives, 2 fois la masse du Soleil, à peu près 2-3 fois la masse du Soleil. Ici, ce sont des objets qui sont les TTS et les Thétauries, les étoiles Thétauries. Donc là, c'est vraiment les étoiles de type solaire, environ une masse solaire. Et ici, c'est ce qu'on appelle des naines brunes, brown dwarf en anglais, BD, qui ont, disons, 2 fois moins massifs que le Soleil. En fait, c'est un dixième à peu près. Donc là, c'est plus massif que le Soleil. Le Soleil est beaucoup moins massif à peu près. Et ces étoiles moins massives, de 0,1 masse solaire ou moins,
ont aussi des disques, ça c'est une découverte récente, et on voit tous ces caractères. Alors ça, ce sont des étoiles individuelles qui sont indiquées là, et voilà des silicates de laboratoire, des specs de laboratoire qu'on a fait, et voilà un petit peu ce que ça donne. Ici, c'est ce qu'on appelle de l'olivine avec une taille de grain de 0,1 micron. Ici, vous avez 1,5, 3 microns, 5 microns, donc vous voyez que le spectre change avec la taille des particules. Donc connaître le spectre, c'est connaître la taille des particules, quelque part. Vous avez un autre composant qu'on appelle la phosphérite, c'est un autre genre de silicate avec des tailles de grains de 0,1 micron, l'enstatite, etc. Alors ça, c'est le rêve pour les gens qui font des météorites, parce que ce sont des matériaux qu'on trouve dans les météorites. Donc là, il y a un lien direct entre le système solaire jeune et les étoiles. On voit que c'est la même matière qui est là. Donc on a le droit, ça justifie l'application de ce qu'on voit dans les étoiles au système solaire jeune. Voilà une autre indication, donc sous une autre forme. Voilà une étoile jeune, ici HD 69830, peu importe. Voilà un spectre là qui est à plus grande longueur d'onde, qui va jusqu'à 10 à 30 microns. Ici, vous avez un grand trou qui est dû à des silicates. Et vous voyez, ici, vous avez la comète Hale-Bopp, dans le même domaine spectral. Et vous voyez la similitude des deux spectres. C'est-à-dire que dans cette étoile, là c'est la comète, mais en fait c'est la poussière cométaire. Et donc, on voit bien qu'autour de cette étoile, qui est une étoile avec ce fameux disque de débris, eh bien, il y a des comètes ou l'équivalent qui ont des poussières, qui ont le même genre de spectre que dans le système solaire. Donc, vous savez que les comètes, par ailleurs, sont les corps les plus, avec les météorites, les témoins de la formation du système solaire. Donc, on a vraiment cette correspondance entre les deux. Donc, on est très content de ça parce que ça permet évidemment d'avancer et surtout de dégager des choses relativement générales. Alors voilà, grâce à un petit transparent emprunté à Didier. Donc voilà la structure des disques protoplanétaires. Alors là, c'est un petit peu quelques chiffres ici. Donc vous voyez une masse de l'ordre ici disons, ça va jusqu'au 10e de la masse du Soleil. Je vous rappelle que Jupiter, c'est 1/1000e de la masse du Soleil. Donc vous voyez que vous avez la capacité de former quelques dizaines ou voire quelques centaines de Jupiter dans les disques. Les dimensions qui sont typiquement beaucoup plus grandes que celles du système solaire actuelle, disons 100 à 1000 unités astronomiques. Alors vous avez une échelle de hauteur ici, c'est-à-dire que vous avez ici, pour des raisons simplement de gravité locale, les disques ont tendance à s'évaser vers l'extérieur, parce que quand vous avez à l'extérieur, vous avez moins de masse, et donc la matière peut flotter en équilibre hydrostatique, flotte plus haut. Les échelles, dans l'exponentielle, vous avez une exponentielle avec une échelle de hauteur qui va plus haut. Et puis vous avez un refroidissement aussi vers l'extérieur, etc. Donc ça, c'est une structure typique et qui permet de faire des modélisations plus sophistiquées, notamment en ce qui concerne les interactions du rayonnement, je vais y revenir tout à l'heure, entre l'étoile centrale et le disque, que ce soit le rayonnement lumineux, classique, que ce soit les rayons X, etc. Et notamment cette structure évasée est très importante parce qu'elle permet aux régions éloignées d'être irradiées et éclairées par l'étoile centrale. Si vous voulez, vous avez évidemment un effet d'éloignement en 1 sur D2, mais si vous aviez qu'un disque plat, évidemment, loin, vous ne verrez rien, et éventuellement, le disque se rendrait la lumière de l'étoile centrale complètement obscure. Mais là, au contraire, cet évasement fait que même les régions les plus lointaines vont pouvoir être chauffées, vont pouvoir réagir à la lumière de l'étoile centrale. Bon, et puis ici, alors vous avez alors là, il y a différents modèles qui sont plus fin, avec ici une région qui va éventuellement faire de l'ombre à ces régions centrales. Vous voyez, ces régions-ci sont éclairées, mais pas les régions internes. Et on arrive à modéliser tout ça et à comprendre la structure à 3 dimensions de ces disques protoplanétaires et en déduire des effets, des spectres, etc. L'observation, là encore, justement, pour essayer de comprendre ces structures évasées, eh bien, on peut faire des images. Ici, ce sont des images du télescope spatial à différentes longueurs d'onde. Disons qu'en gros, quand vous observez à une longueur d'onde, vous êtes essentiellement sensible aux particules qui ont une dimension comparable à celle de la longueur d'onde. Donc, en d'autres termes, quand vous observez, comme par exemple ici, à 0,3 microns, vous voyez essentiellement des particules à 0,3 microns de taille. Et ici, 0,5 et 1,5, donc ce sont des différentes bandes classiques de l'observation astronomique. Et donc, on voit que lorsqu'on fait ces images, eh bien, la structure est différente. Et en fait, on a accès à des structures de taille, de poussière de taille différente. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a une sédimentation. C'est-à-dire que vous avez les particules les plus petites sont plus hauts que les particules les plus
grosses, c'est-à-dire les plus lourdes. Et donc ça, c'est un ingrédient important parce qu'on pense que cette sédimentation, c'est-à-dire au cours du temps, vous avez les poussières les plus lourdes et les plus grosses qui se rassemblent dans le plan équatorial, et qu'évidemment, c'est un ingrédient important vers la formation de planètes dans le plan équatorial, bien sûr. Donc on arrive à modéliser, vous voyez, c'est dust settling, c'est la sédimentation. Donc on arrive à comprendre, à essayer de reconstituer à 3 dimensions. Alors évidemment, ça c'est, soit dit en passant, ceci c'est un anneau parce que il faut non seulement une question de taille de particules, mais aussi de température où laquelle elles vont rayonner. Donc en fait, on sonde des régions qui ont des températures différentes, donc des rayons différents. Donc on est en jouant, si vous voulez, sur tous ces paramètres de longueur d'onde, de transparence, de température, on arrive plus ou moins bien à reconstituer véritablement par l'observation à une certaine résolution spatiale, bien sûr, qui ne va pas dépasser une dizaine d'unités astronomiques, quelque chose comme ça. On arrive à reconstituer la structure à 3 dimensions des disques, disons, dans des bonnes conditions d'observation, il faut être honnête quand même. Donc voilà le genre d'image qu'on cherche à reproduire, c'est qu'ici on a une étoile centrale et puis c'est clair par l'observation que on a des disques. Ces disques en fait ne sont pas uniformes, mais ils ont une structure plus fine et notamment ils ont des sillons, ce que le schéma précédent n'incorporait pas, si vous voulez, comme ingrédient, parce que c'est plus compliqué. Mais lorsqu'on veut faire de la formation planétaire, on se rend bien compte que ce qui est important, c'est qu'il y a ces sillons et qu'en fait les planètes, elles vont à la fois se former dans ces sillons et les créer en même temps. Parce qu'elles vont rassembler de la matière dans quelque chose qui va bouger. Alors ça, je suis désolé, c'est un transparent que j'ai emprunté à mon jeune collègue Frédéric Masset. Malheureusement, il y avait des animations qui allaient avec et j'ai que la diapo et pas l'animation. Mais bon, mais avec un tout petit peu d'imagination. Donc on voit que, en fait, quand on commence à faire de la formation planétaire, alors je dois ajouter qu'il y a un gros problème qui est essentiellement non résolu dans la formation planétaire, c'est le passage justement de ces poussières qui font une fraction de micron, qui vont aller jusqu'à, disons, le millimètre, parce qu'on a aussi des observations millimétriques des poussières, et que là, on a une méconnaissance théorique et surtout observationnelle, c'est pour ça qu'on ne comprend pas les choses, de ce qui se passe entre cette taille-là et, disons, des corps de l'ordre d'1 kilomètre ou 10 kilomètres, qu'on appelle les planétésimaux. Et ce sont ces corps-là dont les collisions et les processus d'agrégation vont conduire à la formation de planètes. Donc là, on a un intervalle de taille qui est crucial et pour lequel, disons, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe sur le plan théorique et on a très très peu de contraintes observationnelles. Donc on a un saut, si vous voulez, qu'il faut faire pour la formation planétaire. Si on admet que ce saut est fait, alors on arrive à des modélisations comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez une sorte d'inhomogénéité quelque part que vous supposez dans vos calculs ici, eh bien à ce moment-là, vous voyez que ce corps qui va avoir une masse, qui va être une fluctuation sur une densité relativement lisse, disons, avec une loi disons, qu'on peut supposer dans le disque, elle va créer, à ce moment-là, on peut montrer que grâce à la gravité qu'elle va exercer dans son voisinage, eh bien, cette structure va grossir, c'est-à-dire qu'elle va accréter de la matière et en même temps, elle va créer un sillon parce qu'elle va prélever de la matière sur le disque autour et tout ça. Alors, en même temps, vous avez des interactions dynamiques et de la viscosité dans le disque, c'est ça qui va faire l'accrétion centrale. Et donc, finalement, on arrive à ce concept que vous allez avoir des spirales dans lesquelles les étoiles se forment. Et ça va aussi, par réaction sur le disque, conduire à ce qu'on appelle la migration, c'est-à-dire que les planètes qui se forment à un endroit, elles vont avoir tendance à se déplacer, et à se déplacer en général vers l'intérieur. Alors ça, c'est important. Disons, la migration, c'est un ingrédient qui n'avait pas été vraiment prévu par les astrophysiciens, mais dont la nécessité s'est imposée à partir du moment où vous avez ces fameuses exoplanètes, vous avez vu ce qu'on appelle les Jupiters chauds, c'est-à-dire des planètes très massives qui sont très près des étoiles. Et en fait, il est bien clair qu'on ne peut jamais former des planètes massives tout près des étoiles. Il faut les former loin, c'est là qu'est la masse, et les amener vers les planètes. Et un des gros problèmes, c'est de comprendre non seulement ce mécanisme de migration, qui finalement émerge relativement facilement des simulations numériques, mais le problème, c'est qu'il faut les arrêter. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, ce mécanisme s'arrête. Alors, il y a différentes hypothèses. Donc, ça, c'est les travaux de notre collègue Morbidelli, notamment. Donc, ça, je vais pas trop les discuter. Mais vous avez différents types de migration. Là, donc, vous avez une migration d'ici avec le sillage, donc migration rapide, dite de type 1. Donc, essentiellement les planètes de petite masse comme la Terre. Et vous avez d'autres planètes. Alors là, malheureusement, le film fait qu'il faut imaginer ici un grand sillon, plutôt comme la diapo précédente. Et ça, c'est plutôt concernant les planètes géantes qui ont déjà accumulé beaucoup de matière et qui est plutôt une migration lente. Donc vous avez ces deux types de migration.
Hop. Et ici, il y a aussi des différences suivant que le disque est dit laminaire ou turbulent. C'est-à-dire que cette migration, et c'est ce qu'on appelle les gaps, c'est les sillons, hein, ici que c'est confère la diapo, deux diapos passés. Et donc, vous voyez que ces interactions, en fait, dynamiques de la planète ne vont pas se limiter à son environnement immédiat qui crée un sillon, mais aussi par le fait qu'elle tourne et que tout ça est en rotation keplérienne, c'est-à-dire que vous avez une rotation différentielle entre les régions internes et les régions externes, va créer des structures, des ondes dans le disque. Ça, les ondes, c'est vraiment le mot-clé ici. Et lorsque c'est laminaire, vous voyez, c'est bien régulier, ça va faire des spirales relativement régulières. Et lorsque le disque est turbulent, parce qu'on a des raisons de penser que les disques protoplanétaires sont turbulents, ben, vous voyez, alors là, évidemment, ça se passe de façon un peu différente parce que vous avez des structures secondaires qui apparaissent un petit peu partout. Donc là, c'est des choses qui commencent à être relativement bien modélisées. Alors ça, c'est les interactions entre les planètes et les disques. Allez, voilà. Et donc, voilà des modes, disons, de formation planétaire qu'on a identifiés. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a différentes façons de former des planètes. Je veux dire, presque ironiquement, les planètes se forment de façon nécessaire et elles se forment partout. Il faut presque plutôt empêcher leur formation par une quantité de mécanismes. Et vous voyez, vous avez même des mécanismes d'emballement qui peuvent conduire à la formation de planètes géantes et puis des mécanismes beaucoup plus lents, accompagnés de migrations qui vont former des étoiles, des planètes plutôt de type terrestre. Alors, les étoiles, les planètes géantes se forment très vite. Elles vont se former, c'est typiquement, on cherche, sans y parvenir tout à fait, à former ces planètes géantes en quelques millions d'années. Hein, c'était la contrainte du temps de vie des disques. Puis pour la Terre, bon, on a quand même plus de temps et on pense que la Terre se forme en environ 100 millions d'années. Donc ça, c'est les fameux 10 puissance 8 ans que j'avais indiqués sur la diapo. Et voilà le genre de masse qu'on peut avoir ici. Voilà la façon dont la masse se concentre avec le temps. Ici, c'est masse Jupiter, masse terrestre, etc. Donc, il y avait des petites masses ici, grandes masses ici. Alors, excentrique, hors sujet, effet de marée, etc. Bon, alors ça, il y a d'autres problèmes d'obtenir les excentricités. Ça, les dynamiciens considèrent ça comme une contrainte très forte sur leur modèle et sur les interactions mutuelles entre les planètes. Alors là, donc après environ 100 millions d'années, vous avez ces fameuses exoplanètes. Alors ça, Franck Celsys vous en parlera plus tout à l'heure. Ici, c'est la première image, on va dire, d'une exoplanète qui est autour en fait d'une naine brune, donc ces étoiles de très petite masse. Alors il faut faire attention, je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà vu cette image dans les revues, etc., parce qu'elle a fait le tour du monde. La seule chose, c'est que c'est une image qui est extrêmement trompeuse. Extrêmement trompeuse, parce que là, on a l'impression de voir une étoile résolue avec sa taille, alors que c'est juste une tache d'airain de l'étoile centrale, mais qui est coupée ici. Et ici, vous n'avez pas l'image d'une exoplanète, mais c'est aussi l'image de diffraction d'une exoplanète. Ici, c'est rouge, ici, c'est un petit peu plus faible, donc le contraste est faible entre les deux. Et donc, en fait, vous avez véritablement deux points. Et malheureusement, enfin je dirais, moi je déplore un tout petit peu cette image comme ça balancée tout le monde, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir ici le Soleil et puis la Terre. C'est évidemment le message qui est envoyé, mais la réalité physique n'est pas ça. Vous avez un point là et un point là, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est une impression d'artiste de ce que ça pourrait donner. Donc pour en revenir au système solaire, voilà, pour vous illustrer ce que font les dynamiciens. Donc vous partez avec des planétésimaux, vous voyez, qui ont différentes tailles et différentes masses. Alors là, ces gens-là font toujours des diagrammes en excentricité, parce que l'excentricité permet, c'est en quelque sorte la réponse dynamique d'un système à leurs interactions mutuelles. Hein. Tout ça, c'est toujours dans le plan équatorial, mais les orbites ne sont jamais circulaires, parce que lorsque les planètes, je dis toujours les étoiles, les planètes se rencontrent ou sont au voisinage les unes des autres, par exemple, imaginez Jupiter et Saturne près l'une de l'autre, elles vont énormément se perturber, les orbites vont changer, elles vont changer d'électricité, d'excentricité. Et donc, vous allez voir que lorsque vous avez ici pas d'excentricité, tous les corps sont en train de tourner sagement, disons, les uns par rapport aux autres, sans interaction mutuelle, dans un plan, qui est le plan équatorial, ici à des distances. Vous voyez ici, là, tout ce système, il est ramassé autour d'une AU. Hein. Ce n'est pas les 200 AU ou les 100 AU, unités astronomiques des disques. Hein. C'est vraiment restreint là. Donc ça, c'est les conditions initiales de la simulation, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si vous avez des planétésimaux rassemblés entre 0,5 et 2 unités astronomiques. Donc c'est quand même relativement restreint comme condition.
Mais si vous faites ça et que vous voyez, au bout de 3 millions d'années, donc vous faites tourner tous les corps et vous regardez toutes les interactions dynamiques, donc sous l'influence de la gravitation, des uns aux autres. Et puis voilà, vous commencez à les voir, dont certains commencent à avoir des excentricités énormes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en dehors de la famille, si on peut dire. Et puis certains commencent à s'agréger les uns aux autres. Vous voyez, des corps qui commencent à grossir. Donc 10 millions d'années, donc voilà, vous avez des corps qui sont beaucoup de petits corps qui sont sur des orbites extrêmement excentriques, mais vous avez formation dans ce cadre, dans ces hypothèses, de gros corps. Donc les 10 millions d'années, c'est les fameux 10 millions d'années de limite de temps de vie des disques, si vous voulez. Donc en fait, ces corps-là, ils sont trop gros, vous ne pouvez plus les observer parce qu'ils sortent du champ d'observation infrarouge, les particules sont beaucoup trop grosses. Et puis on continue comme ça, au bout de 30 millions d'années. Donc vous voyez que vous avez des petits corps qui commencent à se balader partout dans le pré-système solaire, mais vous avez naissance de corps plus gros déjà. Et évidemment, le but, c'est d'arriver à un système qui va être dominé par des planètes du type de Saturne et Jupiter, à quelques autres planètes. Donc vous voyez, les autres corps ont essentiellement disparu. Et puis au bout de 60 millions d'années, voilà, et puis 200 millions d'années, vous n'avez plus que déjà un proto-système solaire avec Jupiter, Saturne, Uranus, et puis ici peut-être pas encore la Terre. Ils ne sont pas encore stabilisés sur les distances. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais vous raconter ça, et puis on va arrêter après. Hein. Donc là, je passe au troisième volet. Donc là, je quitte complètement les planètes, je reviens aux étoiles, sur les rayons X des régions de formation d'étoiles, et sur les liens qu'il y a justement entre les étoiles jeunes et leur émission à haute énergie. Alors voilà par exemple des images. Alors voilà, ça c'est la même image que tout à l'heure. Ici dans ce coin-là qui est reproduit ici, et ici c'est la même image vue en rayons X avec un satellite qui s'appelle XMM, satellite européen. Et en fait, ce qui est important dans cette image, que je voulais vous montrer, c'est la excellente correspondance 1 pour 1 des sources des étoiles qui sont là. C'est-à-dire que toutes ces étoiles, qui comptent des proto-étoiles, des étoiles Thétauri, etc., quelle que soit leur évolution, elles ont toutes émettrices en rayons X. Voilà un autre. Alors, ça, c'est simplement pour vous montrer la raison pour laquelle on voit en rayons X et en infrarouge les mêmes choses. C'est des raisons d'extinction. Donc voilà, cette courbe qui est derrière, c'est l'extinction du milieu interstellaire, c'est-à-dire gaz et poussière, à tous les rayonnements depuis les grandes longueurs d'onde jusqu'aux très courtes longueurs d'onde qui correspondent aux hautes énergies. Donc là, vous avez le micron, ici vous avez le keV, c'est-à-dire c'est une fraction d'angstrom. Donc là, vous avez plusieurs ordres de grandeur en longueur d'onde. Et en fait, voilà, ça c'est une courbe empirique qu'on connaît. Ici, ça c'est l'effet photoélectrique des atomes. Et ici, c'est l'absorption des grains de poussière dans les différents domaines UV, optique et infrarouge. Et en fait, on voit que suivant les endroits où on est, ici c'est AV, c'est l'extinction en magnitude. Bon, c'est une grandeur, disons, conventionnelle qui va vous montrer, disons, plus on va descendre là-dedans et plus on va s'enfoncer dans les nuages moléculaires, par exemple. Donc ici, les régions en surface, et ça veut dire que l'UV et les X mous, c'est-à-dire le rayonnement à énergie moyenne, ici, dès qu'on est plus profond, n'arrivent pas jusque-là, sont absorbés par le gaz et par la poussière. Donc on ne voit dans ces rayonnements-là que vraiment la surface des nuages moléculaires. Et puis lorsqu'on change et qu'on commence à aller dans l'infrarouge et dans les rayons X, et c'est l'explication de l'image précédente, vous arrivez à pénétrer beaucoup plus profondément dans les nuages. C'est-à-dire que vous avez moins d'extinction et donc vous avez une sorte de brouillard qui se lève. Et puis si on continue à aller encore dans l'infrarouge, voire dans le millimétrique ici où les rayons X durent, là on voit vraiment complètement à l'intérieur des nuages. C'est-à-dire que les nuages deviennent essentiellement transparents dans ces longueurs d'onde-là. Et puis après, ça disparaît. Donc, il se trouve qu'en rayons X et dans l'infrarouge, on a exactement le même pouvoir de pénétration, de vision, si vous voulez, à l'intérieur des nuages moléculaires. Donc là, je vais vous montrer des résultats assez amusants. Là, c'est encore la nébuleuse d'Orion, et voilà l'image en rayons X. Donc on a une très bonne, vous voyez, le fameux trapèze qui est là, on le voit là, etc. Je vais vous montrer quelle est la qualité de la correspondance. Donc voilà l'image en rayons X de la nébuleuse d'Orion. On se concentre sur les étoiles du trapèze ici. Donc on va changer de longueur d'onde et on trouve la longueur d'onde optique. Donc vous avez toujours le trapèze qui est là. Et puis ici, c'est l'infrarouge qui permet de voir mieux
que l'optique, et puis retour aux rayons X. Et vous voyez l'excellente correspondance que vous avez. Chaque étoile est une source de rayons X. Alors là, vous avez une coloration en couleur qui va indiquer à quel point les rayons X ils sont quand même un peu sensibles à l'extinction. Donc il y en a qui sont plus ou moins équivalents dans l'optique, ça serait plus ou moins rougi. Hein, le rayonnement, quand c'est absorbé, est rougi. Et bien là, c'est pareil pour les rayons X par convention. Alors, non seulement il y a une très bonne corrélation avec les figures, mais vous voyez ici, vous avez une sorte d'effet d'arbre de Noël en rayons X, et vous avez une variabilité extrême de toutes les étoiles. Et ça, toutes les étoiles sont variables, et on interprète ça comme étant des éruptions, des grandes éruptions à la surface de ces étoiles, donc qui ont des bouffées de rayons X. Voilà, on recommence ici. Donc il y en a certaines qui apparaissent, vous voyez, qu'on ne voyait pas avant, il y en a... Bon, enfin, on en voit plusieurs comme ça. Hein. Donc, variabilité et correspondance, c'est les deux maîtres mots. Et on interprète ça comme étant une variabilité d'origine magnétique due à des éruptions qui ont lieu comme sur le Soleil, hein, de nature essentiellement solaire. Là, pour la plupart des étoiles, elles sont des étoiles de type solaire, disons plus ou moins. Et donc, voilà des images du Soleil en rayons X, ici par un satellite japonais qui s'appelle Yohkoh. Donc, ici, vous avez ces fameuses régions actives qui correspondent aux taches solaires qu'on voit dans l'optique. Alors, il y a des cycles, il y a différentes choses, etc. Là, c'est dans les UV, donc on voit très bien ces structures. Et donc, cette structure magnétique, là encore, le champ magnétique est appelé à la rescousse. Il est généré par effet dynamo dans la convection solaire. Et voilà un petit peu le genre de trucs qu'on voit sur le Soleil et qui donc doivent apparaître sur les étoiles. Donc voilà un très très beau film d'un événement important à la surface du Soleil, vous voyez, qui a été pris en 2002. Donc vous voyez, disons la Terre sera une toute petite planète ici au milieu. Donc vous voyez ces énormes structures magnétiques qui dégénèrent et qui libèrent de l'énergie au bénéfice en prélevant l'énergie magnétique. Et donc on pense que c'est ce qui se passe sur les étoiles de type solaire, enfin les étoiles jeunes, mais le facteur d'amplification que nous donne la luminosité X, c'est un facteur 1000 ou 10 000. Donc vous avez ce que j'appelais tout à l'heure des super-soleils. Voilà. Et alors, donc ici, là, ce que je vais juste pour introduire la deuxième partie tout à l'heure, c'est que ces rayons X qui sont produits dans ces événements magnétiques, dans ces boucles magnétiques, eh bien, ils vont irradier tout leur environnement ici. Donc, ils vont émettre des rayons X qui vont traverser le disque qui est autour et qui vont créer un certain nombre d'effets dedans, soit traverser directement sous forme de rayons X, soit sous forme de particules, parce que si on garde l'analogie solaire, le Soleil émet plein de particules au moment de ses éruptions, et donc ces disques circumstellaires vont être aussi irradiés de particules. Et voilà, disons, ce petit schéma, et ici qui met en évidence le fait que les disques vont être ionisés, c'est-à-dire vont acquérir des charges électriques par ces rayons durs. Ici, 6,7 keV, c'est une raie spectrale qui est caractéristique d'un plasma chaud à 1 million de degrés, typiquement. Donc on voit, c'est le fer qui émet dans l'élément fer très ionisé, presque complètement dépourvu de ses électrons, qui émet à cette longueur d'onde-là. Mais aussi, on a la possibilité que ces rayons X pénètrent dans le disque qui, lui, est froid et neutre, et émettent par réarrangement de couche interne du fer une raie dite de fluorescence à 6,4 keV. Alors les keV, c'est une unité d'énergie qui est valable dans les rayons X. Et donc, on a une signature possible de l'irradiation à travers cette raie de fluorescence ici. Alors ici, bon, il y a différentes choses. Alors donc, vous voyez, la formation planétaire, en fait, elle a lieu dans un milieu ionisé et magnétisé, ce qui n'est pas toujours pris en compte même pas du tout par les modèles actuels. Bon, c'est peut-être un des éléments pour ce fameux problème de passage aux planétésimaux. Bon, disons que pour l'instant, c'est séparé. Et donc, des sources qui montrent des raies de fluorescence, on en connaît un certain nombre. Un petit nombre, peut-être pour des raisons de sensibilité, des raisons de géométrie. Bon, je ne vais pas y passer trop de temps, simplement pour vous dire que dans ces sources qui sont comme le Soleil dans Orion, eh bien cette fameuse raie à 6,4 keV, elle est là. Alors elle n'est pas extrêmement intense, c'est vrai, mais enfin on la trouve. Et puis celle à 6,7, qui est la raie qu'on attend dans les circonstances normales, c'est celle qui est la plus intense ici. Donc on sait que ces raies de fluorescence existent, donc on sait que ce qu'on raconte sur l'irradiation des disques, c'est véritablement vu directement. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une idée en l'air, c'est véritablement vu, même si c'est vu que dans un nombre limité de cas, on sait que les disques sont effectivement irradiés par les rayons X et on se servira de l'irradiation par les particules après.
Alors, dans les régions de formation d'étoiles massives, on a un autre mécanisme de formation de rayons X. Là, c'est une région qui s'appelle la nébuleuse Oméga. C'est une des nébuleuses les plus brillantes, en fait, de formation d'étoiles de l'hémisphère nord. Hein. M17, c'est Messier. Donc, déjà, Messier les avait vus. Donc, ici, on a des étoiles très massives qu'on appelle des étoiles O, de type O3, qui ont plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil. Et en fait, quand on fait une image en rayons X de cette zone-là, on a de l'émission qui remplit toute cette fameuse cavité qu'on voyait déjà dans la rosette tout à l'heure et dont on pense qu'elle est due à un plasma, une fontaine de gaz chaud qui est due à des collisions de vents. Les étoiles très massives émettent des vents très intenses avec des taux de perte de masse élevés, c'est-à-dire qu'elles fondent en quelques millions d'années, en fait, avec des vents qui font quelques milliers de kilomètres par seconde. Et quand ces vents, dans des étoiles qui sont voisines les unes des autres, entrent en collision les uns avec les autres, ça fait des X de façon efficace. Et en fait, vous avez du plasma chaud ici, à environ 10 millions de degrés, qui est créé par ces étoiles-là et qui, en fait, s'écoule hors de la région et qui est constamment régénéré par les vents des étoiles massives. Donc là, vous avez une autre source de rayons X qui sont des rayons X ambiants, donc tout un plasma chaud, donc tous les disques éventuels circumstellaires qui sont dedans, ou les planètes, ou les étoiles qui se forment là-dedans, sont baignés par un plasma à 10 millions de degrés. Donc c'est une autre conséquence et une autre circonstance dans laquelle les disques planétaires vont se former. Et alors ce qu'on sait, c'est que les étoiles massives, à la fin de leur année, à la fin de leur évolution, deviennent des supernovas, c'est-à-dire qu'elles explosent. Donc une supernova, c'est quelque chose, c'est toute l'étoile qui est détruite et qui envoie dans le milieu interstellaire une onde de choc, qu'on voit ici figurer sur cette animation. Et cette onde de choc a la capacité de réagir avec tout le milieu ambiant, le nuage moléculaire, le milieu interstellaire, etc., avec des tas d'effets, des effets dynamiques, disons, de propagation de l'onde de choc, et aussi des effets de diffusion et de transport des matériaux qui ont été synthétisés au sein de la supernova. Et comme dit l'autre, ça sera une autre histoire que je vous raconterai après la pause.